Eh ben, je sais pas si vous avez vu, mais là, c'est grave. Hein. Ouais, on est en plein décrochage. Et vous voyez l'économie européenne, avant elle était bien accrochée, bah plus maintenant. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé. 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Si on regarde les émissions économiques, tous les plateaux sont unanimes, la France est en plein décrochage. On voit que nous, en France, on a une tendance véritablement au décrochage par rapport aux autres pays européens et encore plus vis-à-vis des États-Unis. Toutes les études économiques le montrent. Depuis 15 ans, l'Europe décroche par rapport aux États-Unis. Absolument. L'écart de richesse par habitant n'a jamais été aussi grand. Ce terme décrochage, vous l'avez sûrement déjà entendu. En gros, c'est l'idée que le développement économique d'un territoire n'est pas aussi rapide qu'un autre. Et ça, c'est grave, hein, parce que le petit retard pourrait s'accentuer et nous amener carrément en déclin économique. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus assez d'activités pour créer des emplois, maintenir nos écoles, nos hôpitaux. Les gens seraient pauvres, tristes, sales et au chômage. Bref, nous sommes dans une course pour la survie et il faut arriver premier à tout prix. Le problème, c'est un problème de productivité. On n'augmente pas. En fait, si on décompose le PIB, comment il évolue, on s'aperçoit que c'est la productivité horaire du travail qui stagne en Europe, plus loin que la France, en Europe, alors qu'aux États-Unis, elle progresse. Ouais, alors enfin, on est quand même 17e mondial, hein, 68 $ par heure travaillée. On est à peine en dessous des US qui sont à 71 et des Allemands à 69. Par contre, on domine largement le Japon à 42 $ et la Chine, qui n'est même pas dans le top 50 avec seulement 16 $ par heure travaillée. Et puis, les deux premiers sont des anomalies statistiques, hein, le Luxembourg et l'Irlande, qui ont des PIB dopés à coups de profits délocalisés chez eux pour des raisons fiscales. Ouais, mais n'empêche que ça a l'air de faire peur parce que le sujet revient très souvent. Hein. Ça, c'est parce que la progression de la productivité française est passée en négatif entre 2019 et 2022. Voilà, on était à 69,5, on est descendu à 67,8. Bon, mais depuis, on remonte. Hein, là, on est rendu à 68,7. Après, le seul autre pays européen à avoir connu une trajectoire un peu similaire à la nôtre et au même moment, c'est l'Italie. Bon, mais des périodes de baisse de la productivité, c'est pas inconnu ailleurs en Europe non plus. Hein. Sur les 20 dernières années, par exemple, c'est arrivé à la Belgique, au Danemark, à la Norvège, aux Pays-Bas. Oui, mais en tout cas, on n'est pas premier. Et tiens-toi bien, hein, en plus de ça, on n'est même pas un pays intelligent. Le pays de l'intelligence, la fameuse Startup Nation qu'on nous avait vendue, eh bien, on devrait avoir plein d'entreprises avec 100 milliards de cash et on n'aurait aucun problème de déficit puisqu'on produirait de la richesse. Le problème de la France, c'est qu'elle ne produit pas de richesse. Donc, on est désindustrialisé, on a raté le wagon de la Startup Nation et en plus, le pire de tout, notre pays est en déficit, hein, évidemment, à cause des dépenses publiques. Ce qui explique le dérapage de la France, c'est que la France a continué derrière, peut-être en ne calibrant pas suffisamment certaines aides qui ont été très massivement généralisées. Et c'est vrai que la France a aussi peut-être cette habitude à la générosité. Il y a aussi des dépenses publiques massives, des services publics qui sont massivement aidés. Bon, globalement, vous avez compris, on est nuls. Mais en même temps, c'est pas très clair, hein, ça part un peu dans tous les sens. On compare quelques indicateurs, mais on comprend pas vraiment pourquoi on décroche et si le décrochage est réellement si important. Pour essayer d'y voir plus clair, on est allé voir le rapport de Mario Draghi, publié en septembre 2024 sur le futur de la compétitivité européenne. Un travail réalisé pour la Commission européenne et qui explique que l'économie de l'Union est en danger. C'est un Mario Draghi tout sourire qui s'avance vers la présidente de la Commission européenne. Peut-être une tentative de décontracter l'auditoire alors qu'il lui confie un rapport accablant sur l'économie de l'Union. L'avantage de ce rapport, c'est qu'il cherche à aller au-delà des indicateurs les plus basiques. En 400 pages, il essaie de dresser un portrait de l'Union européenne pour comprendre ses difficultés actuelles et dessiner un plan de bataille économique pour faire face aux autres puissances mondiales. Pour résumer très rapidement, ce rapport nous explique que le marché commun européen est pas si commun que ça. Sa structure ne permet pas de faire une politique économique commune efficace, et chacun fait un peu sa petite politique dans sa petite économie. Donc par exemple, si on se compare aux États-Unis, on a un souci de prix de l'énergie déjà. Nous, on n'a pas de gaz fossile sur notre territoire, contrairement à eux. Il nous faut aussi l'importer et du coup payer des coûts supplémentaires de liquéfaction et de transport. Ça augmente les coûts de cette énergie pour nos industries. Donc, c'est plus compliqué d'être compétitif.
Et puis il y a notre marché de l'électricité complètement pété, là où même si on a plein de nucléaire, de barrages et de renouvelables pas chers, donc que la moyenne des coûts de production est plutôt faible, on fixe quand même le prix de l'électricité sur la centrale en fonctionnement la plus chère du mix, bien souvent une centrale à gaz. Cette méthode de pricing, qui existe aussi aux US mais qui est moins généralisée qu'en Europe, élimine en partie les avantages du bas coût des renouvelables. Pour finir, il y a une partie sur le vieillissement de la population européenne et la stagnation de la productivité, que Draghi estime entre autres être lié à un retard de l'utilisation d'outils numériques. Bon, tout ça c'est intéressant et c'est assez complet, mais il reste une critique. Dès qu'on parle de décrochage, même dans ce gros rapport sérieux, l'indicateur phare, celui qui symbolise notre retard, c'est le PIB par habitant. Alors, regardons un peu cet indicateur. Aux US, les gens gagnent en moyenne 82 000 $ par an, alors qu'en France, c'est 44 000 $. La moyenne européenne est à 41 000, et chez les boss de l'Europe, les Allemands, ils sont à 53 000. Ah oui, c'est connu, les Amerlocs, ils sont hyper forts en capitalisme. Ouais. Ils sont 2 fois plus riches que nous, tu te rends compte? Même les Allemands, ils n'arrivent pas à suivre. Sauf que c'est pas si simple. Pour pouvoir faire une comparaison, on a pris des PIB européens et on les a convertis en dollars. C'est cette conversion qui exagère notre retard. C'est parce que le dollar a pris de la valeur par rapport à l'euro, alors même que l'inflation était plus forte aux US. Oui, alors là, il faut qu'on explique un petit peu, je pense. En fait, on n'a même pas besoin de ça, t'inquiète. On va faire plus simple. Pour comparer les PIB de pays qui n'ont pas la même monnaie, plutôt que d'utiliser le taux de change classique, on peut passer par ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, ou PPP en anglais. Ah oui, il est marrant celui-là. On commence par prendre un panier des biens représentatifs des achats des ménages, donc l'alimentation, le logement, la santé, les vacances, les assurances diverses, le cinéma, les restaurants, et puis aussi tout ce que les entreprises dépensent, les salaires, les taxes sur les productions, la consommation intermédiaire, etc. Donc mettons qu'aux US, il faille 100 000 $ pour acheter ce fameux panier représentatif. Et mettons qu'en France, il ne faille que 73 000 €, notamment parce que chez nous, les soins et l'éducation coûtent vachement moins cher. Pas mal, non? C'est français. Ça nous donne un taux de change PPP de 1,37. Autrement dit, il faut rehausser le PIB français de 1,37 quand on le compare à celui des US. Et voilà le travail. Les US dominent toujours, mais de 25% seulement, pas de 50%. Alors, ça décroche moins, mais ça décroche quand même là. Alors oui, mais c'est pas quelque chose de récent. Si on regarde l'évolution du PIB par habitant en PPP depuis la dernière crise financière, on voit que la trajectoire de croissance américaine est en fait moins bonne que la nôtre. Donc au moins depuis 2009, niveau pouvoir d'achat, non, ça décroche pas. Ce petit zoom sur le PIB, c'est pour montrer que les indicateurs, c'est pas si simple. Comparer des économies, ça peut pas se faire qu'avec 3 courbes de PIB ou de compétitivité, comme c'est fait sur la plupart des plateaux télé. Ça suffit pas pour comprendre les forces et les faiblesses d'une économie. Petit rappel, le rapport Draghi, qui lui cherche à aller plus loin, fait quand même 400 pages. Et malgré tout, il oublie plein de trucs. Donc, si on veut comprendre un peu mieux par rapport à quoi et à qui on décroche, faut aussi chercher à aller plus loin. Par exemple, on peut trouver dans le journal anglais The Economist une liste de tout ce qui marche dans l'économie américaine. Ça commence par des salaires en augmentation, et pas uniquement pour les plus riches, parce que c'est une augmentation du salaire médian. On a aussi des grandes entreprises et des places boursières qui battent tous les records, des universités performantes, un marché très large avec un secteur financier dynamique qui permet de financer des startups et des multinationales, et une population relativement jeune. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est sûr, au point où ça peut provoquer un choc pour l'Européen qui s'y aventure. Un article du journal Le Monde propose justement une plongée dans une Amérique devenue hors de prix pour les Européens. Mais ce que dit pas cet article, c'est que cette économie n'est pas hors de prix que pour les Européens en vacances. En fait, elle l'est aussi pour beaucoup d'Américains, qui eux doivent rester vivre là-bas. Parce que derrière ces performances économiques, d'autres indicateurs peignent une autre image. Le plus marquant, c'est que les Américains n'ont pas l'air de savoir que leur économie fonctionne si bien que ça. Un sondage Gallup montre que plus de la moitié considèrent qu'ils se sentent moins à l'aise financièrement en 2024 qu'en 2020. Alors, peut-être qu'ils se trompent, mais c'est vrai qu'il y a d'autres indicateurs qui montrent que ça va mieux en Europe qu'aux US. En inégalité, on les bat. En mortalité infantile, on les bat. En espérance de vie, on les bat. En satisfaction de la population, on les bat pas, mais ex aequo. Et puis au chômage, alors ils nous battent, mais à cause de leur salaire minimum bien plus bas que chez nous et de leur sécurité sociale inexistante, on les bat en taux de pauvreté. Le débat est quand même de dire ce décrochage, au fond, c'est ce que nous voulons, puisque nous voulons une Europe sociale,
une Europe de la douceur, si je m'exprime comme ça. Eux, c'est la brutalité, nous, c'est la douceur. Donc voilà, on en paye le prix en matière de croissance et de prospérité. Cette brutalité, on la retrouve dans l'article de The Economist, avec cette citation « La cruauté n'empêche pas la croissance d'une économie ». Mais c'est peut-être ignorer le coût de la cruauté, parce qu'elle alimente les tensions qui déchirent la démocratie américaine. Des travaux montrent à quel point les territoires les plus inégalitaires ou en stagnation économique sont précisément ceux qui plébiscitent le plus Trump. Vous savez, le candidat qui promet d'agir comme un dictateur, mais juste pour un jour, hein, pas plus. Promis. Cette tension entre les performances économiques et la stabilité politique se pose aussi dans l'autre pays de comparaison, la Chine. Il serait aussi possible de faire une longue liste de toutes les forces de l'économie chinoise. La croissance économique, les avancées technologiques, la réduction de la pauvreté, une balance commerciale excédentaire, une monnaie qui s'internationalise, bref, le modèle chinois est un succès sur beaucoup de plans. Mais c'est aussi une économie dont le modèle est remis en cause par une crise immobilière et financière majeure, par un vieillissement très rapide de la population et par une désaffection des jeunes qui ne croient pas aux promesses de leur gouvernement et qui, malgré une liberté d'expression limitée, évoquent leur désir de, alors attention, je parle chinois couramment, Tangping, ça veut dire s'allonger à plat, donc se mettre en marge d'une organisation du travail cruelle à laquelle ils ne veulent pas participer. À ça, il faut ajouter le contrôle dictatorial du pays qui, alors que le chiffre du chômage des jeunes a dépassé les 20%, a juste interdit la publication de ces chiffres jusqu'à nouvel ordre. Bah oui, parce que c'est bien connu, hein, pas de chiffres, pas de problème. Ça peut paraître le truc le moins grave de la liste, mais les conséquences sont dramatiques. Ça veut dire que c'est une économie qui ne veut plus connaître ses points faibles, que tous les acteurs économiques doivent faire des choix sans avoir accès à des informations fiables. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on ne peut pas juste se reposer sur 3 ou 4 indicateurs pour dire s'il y a décrochage ou pas. Sans compter que les tendances peuvent rapidement s'inverser. C'est un peu comme quand vous voulez investir en bourse et qu'on vous prévient que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce qui nous amène justement à l'Allemagne. C'est un super exemple de pays qu'on a érigé en modèle en ne regardant que certains indicateurs. En effet, l'Allemagne a dégagé un excédent budgétaire de 13 milliards d'euros l'année dernière. Un bon cru donc, qui s'ajoute à la série d'excédents que connaît notre voisin depuis 2012. Et puis par ailleurs, l'État allemand dépense peu. Les dépenses de l'État en Allemagne représentent 44% du PIB, donc de l'économie. C'est beaucoup moins qu'en France, où chez nous, les dépenses de l'État, c'est 57% du PIB, vous voyez. Ah vraiment, l'Allemagne, ils sont trop forts, hein. Faudrait qu'on soit un peu plus comme eux. Un excédent budgétaire, tu te rends compte? Ils ont même mis dans leur constitution qu'ils ne pouvaient pas dépasser un déficit annuel de 0,35% du PIB. Vraiment, ils sont trop forts. Ouais, puis tous ceux qui critiquent, c'est vraiment des gros jaloux. Ouais. Beaucoup d'économistes disent que l'Allemagne devrait utiliser ce surplus, donc cette cagnotte, pour consommer, pour investir. Et ça permettrait de soutenir la croissance européenne, vous voyez, au lieu de thésauriser. Alors, il y a un peu de vrai dans cette critique, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a aussi un peu de jalousie, vous savez. Ouais, c'est comme à l'école, voilà, le premier de la classe, il agace et on critique ses bonnes notes. Mais vous avez peut-être vu que récemment, l'Allemagne n'avait pas la grande forme. On nous parle toujours du modèle allemand. Alors justement, que se passe-t-il pour le bon élève de la classe européenne? La première économie européenne dans le rouge. Le produit intérieur brut s'est contracté de 0,3% l'an dernier. C'est la plus mauvaise performance pour une économie avancée. Le bon élève de la classe européenne est entré en récession en 2023, notamment à cause de la crise énergétique, mais aussi parce que sa demande intérieure est trop faible. Et ses exportations, qui comptent pour beaucoup dans le PIB, sont en chute. Et en fait, ces problèmes économiques-là, on les voyait venir depuis un petit bout de temps. Grâce à cette manne financière, le déficit public allemand est nul. Et pourtant, la croissance, elle, n'atteint pas les sommets, 1,5% du PIB l'an dernier. Explication, si les entreprises allemandes exportent énormément, c'est parce qu'elles ont du mal à vendre sur leur propre territoire. Les ménages préfèrent de leur côté épargner plutôt que consommer. Parce que, précisément, l'Allemagne est en récession aujourd'hui pour exactement les mêmes raisons qui faisaient qu'on l'a célébré hier. Dans les années 2000, l'Allemagne a fait des réformes fiscales pour que l'impôt se reporte depuis les plus aisés vers l'ensemble de la population. Ils ont augmenté la TVA. Alors, les plus riches ont continué de consommer comme d'habitude, mais pas les plus pauvres. Et au global, la consommation allemande a reculé. Conséquence, les entreprises allemandes se sont mises à chercher des clients à l'étranger. De cette époque datent les débuts de leur balance commerciale excédentaire, baisse de la demande interne du pays, donc moins d'importations, et des entreprises déjà puissantes mais qui ne trouvent plus preneurs chez elles, donc plus d'exportations. Le modèle peut tenir sur la durée si 1. Les entreprises investissent un minimum
et dans le bon sens de l'histoire, afin de rester leader dans leur domaine. Bon, visiblement, du côté de l'automobile en ce moment, notamment vis-à-vis de la Chine, l'Allemagne a un peu loupé un virage. 2, il faut que l'État maintienne des infrastructures au top du top, ce qui n'a pas été fait à cause d'une véritable obsession pour la rigueur budgétaire. Et puis 3, quand ton modèle économique, c'est de vendre à l'étranger, surtout à des Européens, c'est mieux de pas constamment leur expliquer qu'il faut qu'eux aussi fassent de l'austérité budgétaire et de la réduction de la demande. Donc leur excédent commercial et budgétaire a fini par les mener vers la récession qu'ils connaissent aujourd'hui. Et ça questionne la performance de leur modèle économique. Au final, est-ce que tout ça ne nous montrerait pas qu'on est vachement pas doué pour parler de la santé des pays? Qu'on ne regarde pas les bons indicateurs ou qu'on ne se donne pas les bons objectifs? On l'a vu, les États-Unis, avec qui on se compare sans cesse, ils décrochent sur pas mal d'indicateurs sociaux. Et leur modèle qui produit tant d'inégalités est aussi en partie celui qui fragilise leur démocratie. L'Allemagne, le soi-disant bon élève européen, est en récession, parce que son modèle n'était pas si exemplaire qu'on le disait. La Chine connaît une croissance forte, mais son absence de démocratie et de transparence risque de mettre un violent coup de frein à ses ambitions. Et ne pensez pas qu'on veut dire que tout le monde est nul sauf nous. Chez nous, comme chez les autres pays les plus développés du monde, on retrouve plein de problèmes auxquels on n'arrive pas à répondre et des défis futurs pour lesquels on n'est pas préparé. Il y a une crise du logement dans presque tous les pays, des difficultés d'emploi pour les jeunes, le vieillissement de la population, nos démocraties en danger et finalement, bien sûr, des dommages environnementaux qui s'accumulent. Tout ça, dans le décrochage que mentionne Draghi dans ce rapport, on le voit pas. Alors, il est peut-être là, en fait, le déclin futur tant redouté. Ce qui va par exemple commencer à être difficile à ignorer, c'est à quel point les dommages environnementaux remettent en cause la pertinence du PIB et donc notre façon d'évaluer la santé économique des pays. Des tableaux produits par des agences environnementales de l'Union européenne et des États-Unis montrent l'augmentation rapide des coûts engendrés par les dégâts des catastrophes naturelles. Et c'est pas juste des contretemps économiques ou des événements à la marge, les montants commencent à être vraiment significatifs par rapport à la production de richesse. Un calcul approximatif montre que ces dernières années, les dégâts des catastrophes naturelles dépassent régulièrement les 0,3% du PIB aux États-Unis et dans l'Union européenne. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais les taux de croissance de nos pays, c'est pas du 10% par an. On tourne autour des 1 à 3% maximum. Et ouais. Donc, à mesure que ce ratio augmente, et il augmente, ça remet aussi en question l'usage même du PIB. Parce que à quoi bon battre des records de production si une partie part en fumée dans les mois qui suivent? En fait, il faudrait aller dans le sens d'un PIN, un produit intérieur net. Parce que pourquoi il est brut, notre produit intérieur? Parce qu'il ne compte que les nouvelles richesses produites, sans retirer ce qui s'abîme ou ce qui est détruit de la pile existante, comme l'usure des routes par exemple. Mais on pourrait faire même encore mieux que le PIN. On pourrait carrément se doter de nouveaux systèmes d'information. Oh non, pas la compta. Si, la compta. No, God, please, no! 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 Aujourd'hui, la comptabilité des entreprises s'intéresse à une seule chose, le capital financier. Combien ont mis les banquiers, combien ont mis les actionnaires et comment on protège ce capital. Et même quand on veut intégrer l'environnement dans l'équation, la question qu'on pose c'est quel manque à gagner pour les actionnaires si le climat était à plus 3 degrés au lieu de plus 1,5. Et le manque à gagner pour tous ceux qui ne sont pas actionnaires ou pour la biodiversité elle-même. L'idée serait d'intégrer dans les comptes des entreprises un capital environnemental et un capital humain. Si l'un de ces trois capitals était à risque d'être réduit à 0, l'entreprise ferait faillite. Les enjeux environnementaux et humains deviendraient tout aussi importants que les enjeux financiers. Bon, le souci de cette comptabilité en triple capital, c'est que c'est pas évident de comprendre comment ça marche concrètement sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ce serait un outil extrêmement puissant pour soigner la myopie de nos indicateurs économiques. Bon, pour répondre à la question, est-ce qu'on décroche ou pas ? Oui, si on regarde certains indicateurs comme la progression de la productivité ou le PIB, on peut arriver à la conclusion que comparé à d'autres économies, on fait moins bien. On est en train de perdre la course. Mais la comparaison ne serait pas complète. On ne serait pas en train de regarder la course la plus pertinente. Le danger, c'est de rester fixé sur les questions de PIB et de décrochage en ignorant les enjeux qu'on a énoncés tout à l'heure, comme les inégalités et leurs conséquences politiques, le vieillissement de la population et l'environnement. Ces enjeux-là représentent un risque réel pour nos conditions de vie et notre santé future. Et ces questions nécessiteraient d'être prises en compte sérieusement pour proposer des modèles et des politiques adéquates pour y répondre. Et là-dessus, c'est certain que la France, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et les plateaux télé ont encore beaucoup de boulot à faire. Merci d'avoir suivi ce deuxième numéro d'Argent Magique. N'oubliez pas de soutenir Blast, chaque don compte et est essentiel pour permettre de financer ces émissions. Et nous, on se retrouve le mois prochain.
Mais on pourrait faire encore mieux que le PIN. Hein, on pourrait carrément se doter de nouveaux systèmes d'information. Là, ah non, oui, c'est vrai. Là, je vois ton regard. Ah non, c'est pas le bon niveau. Oui, je suis pas censée être contente. Non.